Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon le groupe de la Banque africaine de développement, la dynamique d'intégration africaine aura un impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations dans un continent où 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Quel est le rôle de la jeunesse africaine dans l'accélération de l'intégration en Afrique? On en parle dans cette émission. Deux invités en plateau. Seydou Diomondé est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Bonjour monsieur, et merci. Vous êtes président du comité d'organisation de la journée africaine de la jeunesse, donc jeune, expérimenté en la matière. Au cours de cette émission, nous allons savoir un peu plus sur cette organisation et surtout sur l'intégration africaine. Quel peut être le rôle de la jeunesse? Sur notre plateau également, nous faisons bien avoir une dame qui n'est pas à son premier plateau télé avec nous. Koulibaly Matogoma, bienvenue. Merci beaucoup. On dira ça fait quelques jours qu'on vous a pas revu. Exactement. Vous êtes de retour. Ouais. Très bien. Vous êtes membre de la coordination Côte d'Ivoire. Ouais. Bienvenue également sur notre plateau. Parlons de l'intégration africaine. Ce n'est pas une expression qui est nouvelle. C'est un processus certainement, mais dites-nous, quand vous entendez intégration africaine sous-régionale, pour vous, qu'est-ce que c'est? Merci monsieur pour la présentation. Et donc moi, tout de suite quand j'entends l'intégration africaine, je pense tout de suite en fait à un processus de renforcement, n'est-ce pas, qui a été mis en place par les États dans le but en fait de parfaire leur coopération. Donc sur le volet économique, sur le volet politique, également sur le volet, j'allais dire, social. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous dit, Matogoma, que l'intégration africaine est une bonne chose? Qu'est-ce qui vous le dit? Entre autres faits ou entre autres actualités, les arguments? L'intégration africaine, comme il l'a si bien dit, c'est un processus. Ouais. Moi, je vais revenir un peu sur le processus de l'intégration africaine. Nous sommes partis d'abord, après les indépendances, les États africains décident de mettre en place l'OUA. Ouais. Après l'OUA qui avait pour objectif de réellement permettre à tous les États africains d'atteindre l'indépendance. Après, en 93, on revient, on décide de changer. Il y a de nouveaux enjeux qui naissent, les enjeux économiques, sociaux, politiques. On décide de mettre en place l'Union africaine. Et l'Union africaine fait son bout de chemin. Et là, on tombe dans la SDCAF, qui sera une intégration économique, typiquement économique. Et là, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la SDCAF. On parle toujours d'intégration. Nous sommes toujours dans ce processus-là pour la mise en œuvre. Dans ce processus, même s'il y a des défis à relever dans cette mise en œuvre. Donc, le processus suit son cours et on espère réellement aboutir à une intégration totale. Et pour que l'Afrique soit unie et prospère. Très bien. Alors, avec ce cheminement que vous venez d'expliquer, revenons un peu après les indépendances. On sait que les États étaient des colonies, les États n'avaient pas leur indépendance économique ou politique. Et dans les années 1960, comme elle l'a dit, plusieurs États du continent ont été indépendants. Revenons sur les objectifs de mettre en place une organisation au sein de laquelle les États peuvent se parler d'égal à égal, réfléchir ensemble et aller de l'avant. Quel a été le bien fondé de mettre en place au départ déjà cette organisation? Déjà le bien fondé au départ de mettre en place cette organisation, c'était déjà, comme on pouvait le dire, de mettre ensemble les pays africains. Ouais. Et donc en même temps de briser, en fait j'allais dire, les barrières qui empêchaient, j'allais dire, les pays africains de pouvoir aller en harmonie, c'est-à-dire aller compétir en fait sur la scène, j'allais dire, internationale. Et parce que si nous voyons bien, nous voyons que les États européens ont suivi également ce même processus. Et donc à un moment donné, il est intéressant, n'est-ce pas, que nous, pays africains, on décide de nous mettre ensemble afin d'aller compétir sur la scène mondiale. Et donc je pense que le bien fondé ici, c'est vraiment d'avoir une Afrique unie, comme on pouvait le dire, une Afrique unie et prospère. Avec comme grand défi le développement. On sait que le développement devait partir des réflexions des pays africains, des compétences des pays africains pour poursuivre le cheminement. Alors quand on lit le rapport 2021 sur l'intégration africaine, il y a un paragraphe qui dit que cette intégration est plus ou moins mitigée. Alors avant de venir à l'aspect mitigé de cette évolution, entre autres acquis
pour vous, qu'est-ce que vous voyez de cette intégration? Un autre acquis, aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, on n'a pas besoin de visa pour se déplacer d'un pays à un autre. Ça, c'est déjà un acquis. Comme je l'ai dit on voit un peu dans la CEDEAO. Oui, dans la CEDEAO surtout. La CEDEAO est un exemple palpable. Mais quand on doit sortir d'un pays de la CEDEAO parfois pour aller à la CEMAC, à la CEMAC, c'est un peu compliqué. Il faut un visa. Voilà, il faut forcément un visa. Donc ça, c'est déjà un acquis. Et maintenant, quand on rajoute au niveau économique, quand on revient avec la ZLECAf, qui est en train de faire son bout de chemin, c'est encore un acquis. Il y a beaucoup de choses à faire. Certes, on ne va pas ignorer les défis qui restent à relever, mais au fur et à mesure, on va y arriver. Elle a parlé de la CEDEAO, je voudrais qu'on en parle un peu. On ne va pas revenir sur toutes les missions de la CEDEAO, mais la CEDEAO existe depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait comme bien en termes d'acquis par rapport à la mise en place de ce processus, quand bien même on lui décrit aujourd'hui beaucoup de choses? Oui, déjà, nous devons déjà remercier la mise en place même de la CEDEAO. Également remercier ces États ou encore ces personnes qui ont réfléchi à mettre en place en fait cette institution. Parce que nous voyons qu'avec la CEDEAO, qui n'est rien d'autre que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et donc tout de suite, ça vient en fait, j'allais dire, faciliter, comme on le dit toujours, la rencontre au niveau des économies entre ces États en fait de l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est pour dire qu'au départ, ces États n'avaient pas en fait une communauté commune. Très bien. Et donc avec l'avènement de la CEDEAO, ça nous a permis, n'est-ce pas, de nous mettre ensemble et de pouvoir en fait nous parler à tout moment et de discuter en fait des questions d'ordre économique ou encore, j'allais peut-être dire d'ordre sécurité et tout à un moment donné dans l'espace CEDEAO et tout. Et donc déjà, nous ne pouvons que remercier cette initiative parce qu'elle vient renforcer, j'allais dire encore, l'intégration sous-régionale. Très bien. Quand on parle d'intégration, on pense aussi à la fois l'aspect économique, à l'aspect culturel, à l'aspect touristique, environnemental, etc. On le disait hors antenne, il y a eu récemment en Côte d'Ivoire la 2e édition de Abidjan Border Forum, qui est un forum qui rassemble tous les gouvernements de l'Afrique pour parler de frontières communes. Alors, est-ce qu'un tel forum, pour vous, de votre point de vue, renforce cette intégration africaine sous-régionale? Forcément, un tel forum renforce obligatoirement parce qu'on va venir discuter des acquis et puis des perspectives. Ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc forcément, ça a lieu d'être en fait. Ça a lieu d'être sur ce forum également. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà sur ce forum, moi je pense que c'est toujours une bonne initiative. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que l'intégration ou encore l'Union africaine qu'on cherchait depuis des années, je pense que nous sommes en train de rentrer, n'est-ce pas, dans ce processus. Nous sommes réellement en fait ancrés dans ce processus. Parce qu'avec ces forums, par exemple, nous nous rendons compte que ça ne fait que renforcer toujours la question de l'intégration. Et donc venir discuter des questions frontalières et tout, déjà c'est quelque chose de très important. D'autant plus que les barrières commerciales sont aussi des entraves, n'est-ce pas, au niveau de l'intégration africaine. Parlons maintenant de quelques défis avec la CEDEAO. On sait que la CEDEAO donne un coup de main dans la question de la gestion des conflits dans son espace, bien entendu. Et ces dernières années, avec ce qu'on a connu, beaucoup de personnes ont été plus ou moins déçues de la CEDEAO. Alors pour vous, quels sont les défis de la CEDEAO aujourd'hui face à tout ce qu'on lui reproche? Déjà, en ce qui concerne les défis, là, c'est ce que moi je peux faire sortir tout de suite sans réfléchir même. J'avais même parlé des défis politiques. Les défis politiques et également penser même à l'infrastructure, j'allais dire à l'insuffisance en fait des infrastructures. Et donc pour dire que au sein de la CEDEAO, nous avons en fait des tensions politiques entre nos États. Et donc tout de suite, ça fragilise, n'est-ce pas, j'allais dire l'importance ou encore la portée, encore le bien fondé même encore de la CEDEAO. Au point que certains l'ont remise en cause. Effectivement. Et ajouter à cela, quand nous évoquons le côté des infrastructures, c'est que au niveau de l'espace CEDEAO, nous nous rendons compte qu'il y a encore plusieurs États dans l'espace CEDEAO qui ont encore besoin en fait de développement au niveau des infrastructures. Même s'il y a quelques pays qui essaient plus ou moins de sortir la tête en fait de cette eau ou encore favoriser en fait l'infrastructure, nous pouvons le voir un peu dans cet espace. Mais en même temps,
il y a encore plusieurs pays qui n'ont pas encore, j'allais dire, l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir mettre en place ces infrastructures. Et donc, nous allons peut-être c'est un cri de cœur, peut-être demander peut-être aux États, peut-être qui font partie de la CEDEAO, de pouvoir réellement réfléchir encore à quelque chose pour pouvoir aboutir, n'est-ce pas, à une question politique, j'allais dire, plus pérenne, solide, durable, comme on peut le dire, vu qu'on parle aujourd'hui de la question du développement durable et tout. Donc, il faudrait qu'on arrive à aller en harmonie pour pouvoir, bien évidemment, arriver à avoir en fait une CEDEAO, j'allais dire, prospère et unifiée. Comme une CEDEAO des peuples. Vous parlez tout à l'heure de la libre circulation des biens et des personnes qu'on reconnaît aussi à la CEDEAO. Vous avez évoqué la question de la ZLECA, cette zone de libre-échange intercontinentale qui va booster le commerce dans tous les pays africains. Vous l'avez dit, il y a une mise en route. Revenons encore sur les défis de la CEDEAO. On a vu par exemple que certains États se sont retirés après quelques incompréhensions pour former l'AES, entre autres défis de la CEDEAO. Est-ce qu'il n'y a pas la restauration de la confiance des autres États membres pour éviter que demain, certaines personnes qui se trouvent déjà depuis très longtemps dans certains pays aient des problèmes de visa, de libre circulation, etc. Obligatoirement. Il faudrait qu'on arrive à un consensus avec les autres. Certes, pour moi, le réel problème, c'est que il faut que les dirigeants pensent à la population. Il ne faudrait pas que les pensées soient redirigées de manière unilatérale. Il faudrait qu'on pense de manière collective afin de pouvoir avancer. Même s'ils se sont retirés, ils se sont rétractés, comment est-ce qu'on doit faire pour maintenir cette libre circulation des biens et des personnes? Parce que s'il n'y a pas de libre circulation des biens et des personnes, au niveau de la région CEDEAO, on aura beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a des pays qui ont une ouverture sur la mer et il y a d'autres pays qui n'ont pas d'ouverture sur la mer. On qualifie parfois d'enclavé. Exactement. Et alors, avec la CEDEAO, on arrive à avoir des échanges au niveau comment est-ce que je peux faire ça? Au niveau des produits. Oui, aux échanges commerciaux. Les échanges commerciaux. Donc, il va falloir qu'ils se mettent ensemble, qu'on mette bas la terre, je vais dire, pour pouvoir avancer. Parce qu'on veut avancer ensemble pour le développement de l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Oui, j'allais peut-être même dire que vous quittez en fait dans l'Afrique des États, pardon, dans la CEDEAO des États et de rentrer en fait dans la CEDEAO des nations en fait. Des nations, de la main des peuples. De la main des peuples. D'accord, très bien. Et là, nous parlons avec vous du rôle que les jeunes, ou du moins que la jeunesse, doit jouer dans l'accélération de cette intégration. On a chaque mois de novembre une journée qui est dédiée à la jeunesse africaine. Quel est le sens? Puisque vous êtes le président du comité d'organisation de cette journée africaine de la jeunesse qui a lieu les 1er novembre et le mois est dédié pratiquement à la jeunesse africaine. Quel est le sens d'une telle journée pour la jeunesse? Déjà, avant même de répondre à cette question, permettez-moi déjà de signifier que le mois africain de la jeunesse a été en fait instauré par l'Union africaine. Okay. C'était en 2006. Et donc c'était quoi? C'était dans le but, bien évidemment, d'affirmer, n'est-ce pas, leur reconnaissance, n'est-ce pas, à ces jeunes Africains. Et les jeunes ont saisi l'opportunité. Et les jeunes ont saisi en fait l'opportunité. Et donc, on s'est dit qu'on prend le 1er novembre pour célébrer en fait la journée africaine de la jeunesse. Pour que l'Afrique, le monde se souviennent également. Et donc nous on a décidé à notre tour, au lieu de prendre le seul jour, le 1er novembre pour célébrer cela, nous avons décidé de faire de tout le mois africain de la jeunesse avec en fait des séries d'activités que nous avons pu mettre en place. Et donc peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer dans ces séries d'activités que nous avons évoquées plus tard, mais déjà ça pourra permettre à ces jeunes-là de démontrer, n'est-ce pas, par A plus B que le fait de nous faire confiance, vous n'avez pas eu tort de nous faire confiance ou encore de nous célébrer. Et donc voici en fait ce que nous pouvons faire. Déjà, on pense même déjà à ces jeunes entrepreneurs, j'allais dire, qu'on voit aujourd'hui. Et l'utilisation aussi du numérique en fait. Et donc on se rend compte que les jeunes Africains utilisent en fait le numérique, n'est-ce pas, pour le développement, n'est-ce pas, du service et même des capitaux. Avec d'autres pays et tout, on arrive à utiliser en fait le numérique pour pouvoir parfaire tout, j'allais dire, ces relations. Et donc tout de suite, c'est vraiment quelque chose de, j'allais dire, génial ou encore extraordinaire. Et
comme on peut le dire, les jeunes n'ont pas manqué de saisir en fait cette chance. Très bien. Donc, il a dit un mois, le mois de novembre, pour faire une série d'activités qui vont être dédiées à la jeunesse, pilotées par les jeunes. Quel est le sens pour vous? Le sens, c'est quoi d'abord? Comme il a dit, on est en 2006. Il y a la charte qui est là. On met en place une journée qui est le 1er novembre. Ouais. On décide de célébrer. On décide de reconnaître la place réelle des jeunes dans le développement économique de l'Afrique. L'enjeu, c'est quoi? C'est de leur permettre de pouvoir faire face aux défis réels qu'on vit en Afrique. Et prendre leurs responsabilités. Et prendre leurs responsabilités et également répondre aux difficultés que nous vivons, notamment surtout environnementales. On a parlé d'économie, de société, le côté environnemental. Il ne faut pas oublier que l'Afrique sera le continent le plus atteint par le changement climatique. Tant bien même qu'elle ne pollue pas assez, mais nous serons beaucoup impactés. Donc il va falloir que nous, au vu de ce mois-là, que nous essayons de nous pencher plus ou moins sur le côté environnemental, sans oublier les autres axes stratégiques qui y découlent en fait. D'accord, vous avez dit depuis 2006, l'Union africaine a dédié cette journée. Est-ce qu'en 2024, où nous sommes, quand vous faites un retour en arrière pour voir l'évolution de toutes ces années, l'Union africaine a-t-elle fait bien de dédier cette journée? Qu'est-ce que vous le faites Je réponds tout de suite, oui. Oui, parce que quand on regarde de 2006 à maintenant, nous voyons tout de suite qu'il y a un véritable, j'allais dire, processus ou encore une véritable transformation en fait, qui a pu s'installer. Déjà, en 2006, c'était encore mitigé. On se demandait encore quelle jeunesse, quelle place de la jeunesse. Est-ce que ces jeunes sont aguerris? Est-ce qu'on peut faire confiance à cette jeunesse? Et tout de suite, on lance le processus. Et nous sommes aujourd'hui en 2024. On se rend compte que dans toutes les prises de décision, au niveau régional, même au niveau international, la jeunesse est associée. La jeunesse est associée. Au niveau même des États. La jeunesse africaine. Et même au niveau national. Ça fait qu'il y a même des institutions aujourd'hui, au niveau des États, quand vous arrivez, mais vous voyez des jeunes... On parle du Conseil national de la jeunesse. Effectivement, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mais à peine, ces jeunes ont 30 ans. Ou même 25 ans, j'allais dire. Et donc déjà, c'est pour dire que le processus a vraiment suivi son petit bonhomme de chemin. Et donc la jeunesse a pu saisir l'opportunité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, toujours avec la célébration de cette journée, les États essaient toujours de se mettre à fond ou encore de s'associer avec cette jeunesse. Parce que les États se sont rendus compte que la jeunesse, en fait, s'est saisie de l'occasion pour pouvoir démontrer ce qu'elle s'est fait. On a même reçu sur notre plateau en entreprise une organisation, le G54 Afrique, une organisation qui regroupe les 54 pays d'Afrique, qui initie également des activités. Venons-en à ce que vous prévoyez en fin de mois de novembre pour marquer de façon spéciale ce mois et même cette journée qui a été déjà célébrée. Qu'est-ce qui est prévu? Déjà, au-dessus de ce qui est prévu, un programme très intéressant, j'allais dire. Dites-nous alors. Un programme très intéressant. Tout de suite, nous avons décidé de mener une activité, c'est-à-dire des visites d'immersion qui partent en fait du 1er novembre au 20 novembre dans des institutions nationales et internationales. Pourquoi? Et également dans des organisations. Tout de suite pour pouvoir nous imprégner de ce qui est fait dans ces institutions. Il est facile de rester loin et de critiquer, ils ne font rien, qu'est-ce qu'ils font. Effectivement. Donc vous allez en immersion. Nous imprégner de ce que ces organisations font. Pour comprendre leur réalité également. Comprendre leur réalité également. Et en fait de voir qu'est-ce que la jeunesse peut faire, n'est-ce pas, pour aboutir à une amélioration encore de ce que ces organisations font. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque visite d'immersion, nous prenons en fait le premier responsable de l'organisation en interview, qui va prendre la peine de nous expliquer bien évidemment ce que l'organisation fait et quelle est réellement la place en fait de la jeunesse dans ce processus-là. Et donc, tout de suite, ça part du 1er au 20, comme je pouvais le souligner, et il y a en fait déjà des visites d'immersion qui sont prévues, qui commence déjà demain. Il y a des dates déjà prévues. Et donc nous avons bien décidé de commencer par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Pourquoi commencer par cette fêtière qui est la nôtre? J'allais en venir. Pourquoi? Parce que on s'est dit que nous sommes une jeunesse. Le 28 novembre, où nous voulons célébrer cette journée, nous appartient.
Et donc, quoi de plus normal de commencer cette visite d'immersion que dans une institution qui est dédiée à la jeunesse. Bien entendu. Pourquoi aller chercher à comprendre autre chose sans se connaître soi-même? Sans se connaître soi-même. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu commencer cette visite d'immersion par la CNGCI, le CNGCI, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Et donc tout de suite, les responsables se sont saisis de l'affaire et ils nous ont accordé la visite d'immersion. Ça se fera demain le 6 en début de soirée. Et donc tout juste après ça, nous aurons également une autre visite le 8 qui se fera, j'allais dire, au niveau de la CEDEAO, donc dans les locaux de la CEDEAO. Et donc nous avons effectué une visite. Et madame, la représentante de la CID au niveau de la Côte d'Ivoire... Pour les dates, pas besoin de les citer. C'est juste les activités. Elle a bien voulu associer son image à ce que nous comptons faire. Et donc, elle a confirmé tout de suite la visite d'immersion. Et également, elle a également donné son accord, n'est-ce pas, pour être présente lors de la célébration. Et j'allais même dire, peut-être animer un panel. Et après la CEDEAO, il y a également une visite qui est prévue au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Avant de développer pour l'Assemblée nationale, on parle de jeunes, c'est hommes et c'est femmes. Mais parfois, on met un accent particulier sur les femmes. Vous êtes une femme, découvrir les institutions de la République, institutions régionales. Alors, quel intérêt ça suscite pour les femmes jeunes? L'intérêt que ça suscite, c'est de savoir ce qui est fait pour nous. En plus de ce qu'il a dit, je dirais qu'on ne va pas seulement pour savoir ce qu'ils font. On va aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils nous proposent comme action qu'ils mènent pour la jeunesse. C'est d'aller nous imprégner de ce qu'ils nous proposent. Pour pouvoir voir aussi ce que finalement on pouvait apporter. Ce que finalement nous pouvons apporter. Peut-être qu'il y a des institutions qui accompagnent des entrepreneurs que nous ne savons pas. Donc c'est une manière pour nous d'aller à l'information en fait, d'aller creuser dans le trou et de faire ressortir l'or. Vous parlez tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Est-ce que les jeunes avec lesquels vous êtes sont intéressés par toutes ces immersions? Oui, les jeunes sont vraiment intéressés. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons en fait créé le Google Form tout de suite pour que les jeunes puissent s'inscrire. Et donc c'est ouvert. Nous avons également fait appel à d'autres organisations pour nous accompagner dans cette visite d'immersion, c'est-à-dire laisser l'occasion à ces organisations de faire profiter en fait ces jeunes bénévoles qu'elles ont au sein de leur organisation. Très bien, nous sommes à moins de 4 minutes de la fin de l'émission, le 28, c'est bien cela, où l'activité va se tenir. Quel est le contenu de cette activité que vous avez dédiée, que vous avez appelée Journée de la jeunesse africaine? Il y a le contenu de l'activité. L'activité part de midi à 17h30. Et donc, de 12h à 13h30. Bon, ça va être un peu trop détaillé. Dites-nous les grandes lignes. Juste les grandes lignes. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, on va aller un peu plus rapidement alors. Et donc, déjà, après l'installation des officiels et des participants, il y aura en fait le BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, qui va se charger de développer en fait le thème général que nous avons retenu en fait pour cette année. Qui parle d'inclusivité, effectivement, rôle des jeunes de la jeunesse. Également. Quel est le rôle de la jeunesse africaine? Et donc après le BIPIA, il y aura maintenant un panel qui va se faire avec les personnalités qui ont également confirmé leur présence. Est-ce qu'il y a des jeunes, au-delà de l'aspect organisationnel, qui va se faire autour des jeunes, qui vont aussi être des animateurs de conférences, quelque chose de ce genre? Oui, c'est prévu. Déjà au niveau de, comme on peut l'appeler, la maîtrise de la cérémonie déjà, il y a déjà un jeune qui est prévu. Pour pouvoir bien évidemment faire la maîtrise de la cérémonie. Et je pense que pour être maître de cérémonie, comme on peut le dire, il faut avoir un bagage. Bien sûr. Ça sous-entend quelque chose. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons réservé, n'est-ce pas, la maîtrise de la cérémonie à un jeune. Très bien. Alors revenons à vous, Miss Matogoma. En allant à une telle journée africaine de la jeunesse, quel est votre état d'esprit? Et en sortant de là, pour vous, quelles sont vos attentes? D'abord, je vais revenir un peu sur la journée internationale de la jeunesse que nous avons décidé de célébrer le 28. En fait, c'est vraiment axé sur un partage d'expérience. On parle beaucoup d'intégration africaine, on a lu beaucoup, mais on veut réellement que des personnes qui ont été au cœur viennent nous dire ce qui s'est passé, où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on en est avec, c'est pourquoi il a parlé des institutions sous-régionales. On aura comme panélistes des personnes qui ont travaillé un peu dans les organisations régionales et internationales afin de venir nous imprégner réellement de l'état de l'intégration en Afrique. Maintenant, si moi j'y vais, je veux réellement apprendre
ce que c'est que d'abord l'intégration africaine. Comment est-ce que ça a commencé? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a réellement une implication des uns et des autres pour qu'on arrive à l'Afrique unie et prospère que prône l'Union africaine? Très bien. Alors, la dernière question, elle est sur la question des conflits. Si on parle d'intégration, parfois il y a la gestion des conflits. Comment les jeunes aussi peuvent contribuer à la résolution des conflits et même prévenir pour éviter qu'il y ait parfois des tensions et des conflits au sein de notre sphère sous-régionale? Déjà, c'est de se parler. En tant que jeune, c'est déjà de se parler et de s'intéresser à ce que l'autre fait. Et je pense déjà qu'au niveau sous-régional, cette politique vraiment marche. Nous voyons déjà, nous avons pu voir peut-être en début 2023 et tout avec la CAN organisée en Côte d'Ivoire, nous avons pu voir que les jeunes Ivoiriens, n'est-ce pas, se permettaient, n'est-ce pas, d'envoyer des messages drôles en fait à d'autres pays, à des jeunes Camerounais et tout. Et là, c'était une forme d'ambiance, une manière qui n'a pas découlé sur des conflits. Sur des conflits en fait. Bien Donc sûr. Déjà, voici en fait des éléments qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de pouvoir faire briser en fait les tensions politiques qu'on a entre les États. Mais également, il faudrait également que les jeunes aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse africaine voyage beaucoup, bouge beaucoup. Et donc déjà, avec nos brassages qu'on arrive à faire lors de nos voyages et les échanges de contacts tout de suite, nous permettent bien évidemment de mettre fin, n'est-ce pas, à cette tension politique. Très bien. En échangeant avec les correspondants, il y a peut-être de belles idées et tout. 30 ans en arrière, ce ne seraient peut-être pas les jeunes qui seraient sur ce plateau. Ce seraient peut-être des personnes de cet même âge pour parler de ce que la jeunesse deviendrait. Donc on peut dire qu'il y a une évolution. On a avec nous des jeunes, vous êtes le président du comité d'organisation de la journée africaine de la jeunesse, Seydou Diomandé. Merci d'avoir partagé votre expérience, votre soif d'apprendre et de partager aussi votre savoir avec les autres. 30 secondes, c'est beaucoup. En 10 secondes. Je voulais en fait dire merci au G54 Afrique. Très bien. L'organisation panafricaine, n'est-ce pas, qui organise, n'est-ce pas, cette journée. Très bien. Et donc, qui fait de moi le président d'organisation en tant que jeune. Merci. Il ne fait que... Merci également à Koulibaly Matogoma, membre de la coordination Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique. Merci.